Bonjour à vous tous et bienvenue à ma neuvième critique. Je vais parler du livre de base Hunter the Vigil de White Wolf Publishing. C'est un livre lancé aux alentours du mois d'août 2008 et qui, d'après mes nombreuses lectures sur le sujet, semblait très prometteur. Mais, comme vous pouvez vous en douter, je suis resté sur ma faim et par moments déçu. Mais ne vous en faites pas, c'est pas un mauvais livre, tout au contraire. Puisque ce livre fait environ 400 pages, je ferai pas une description chapitre par chapitre comme j'ai déjà fait dans mes autres critiques. Je vais plutôt faire un survol des points positifs et des points négatifs. Je vais essayer d'être le plus impartial possible. Les prémices du livre sont excellentes. Des humains décident de se révolter ou encore de protéger leur milieu contre des créatures de la nuit. Ils décident de faire la vigie. Voilà sur quoi se base le concept de Hunter. Mais pour ce faire, cette chasse doit comporter des ennemis, des monstres, et White Wolf a décidé d'intégrer ses propres monstres. Mages, loups-garous, vampires, etc. Cette phrase me permet de faire ce commentaire suivant. Est-ce que Hunter the Vigil permet un amalgame de toutes les gammes de jeux publiées par White Wolf? Cette question, ça fait longtemps que je me la pose. A priori, je peux dire que oui, car aucune règle particulière dans les premiers chapitres ne vient infirmer cette hypothèse. Cependant, un supplément qui porte le nom de Witchfinder vient complètement brouiller les cartes. En effet, toute la gamme de mages The Awakening propose l'utilisation de la magie et même la magie chamanique. Witchfinder aborde sous le même sens l'utilisation de la magie, mais retire toute allusion possible à Mage the Awakening. Là, on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Hunter the Vigil serait un stand-alone? La réponse est ambiguë. Oui, c'est un stand-alone, car ils vont publier sous peu Spirit Slayer et ont déjà publié Witchfinder. Et non, car les règles poussent vers l'intégration des trois grands genres déjà confirmés, avec l'apparition de Chicago voilà quelques années. Bon, maintenant passons au Hunter proprement dit. Des Hunters qui décident de prendre la vigie, ça structure en trois niveaux. Le premier, c'est la cellule. C'est un regroupement de Hunters, de personnages. Le deuxième, qui est une compact, qui appelle en anglais, est un regroupement de cellules ayant le même but. Et le troisième, qui est une association de compact, qui appelle ça une conspiration ou une conspiracy, ça se situe au niveau international. Chaque niveau permet d'accéder à des objets particuliers, à des tactiques lors d'entraînement. L'idée est bonne pour les deux premiers niveaux. Cependant, on sent que ça dégénère au troisième lorsqu'on nous propose des conspirations qui sont capables de fabriquer des armes qui peuvent blesser des fantômes. Là, j'entends par armes des munitions. Rendu à ce point, j'ai un peu de difficulté à accepter la proposition. Mais il ne faut pas penser que chacune des conspirations sont farfelues, loin de là. Certaines d'entre elles sont intéressantes, certaines le sont moins, car leur fond, comme dans la forme, sont trop farfelus pour être crédibles. J'ai même pas parlé des ressemblances encore avec Delta Green. Je me pose une grande question fondamentale au sujet de cette gamme de White Wolf. Pourquoi existe-t-elle? Si l'on prend l'exemple de Wizard of the Coast qui a fait écrire des livres en utilisant du vieux matériel que l'on peut retrouver dans des livres qui datent de 2001, 2002, 2003 et parfois 2004, est-ce qu'on peut affirmer que White Wolf Publishing fait de même avec la gamme de Hunter? La réponse est non. Non, parce que les auteurs de Hunter n'ont fait que réécrire ce que l'on retrouve dans la gamme de mortels de World of Darkness. Et c'est là qu'intervient ma question fatidique. Est-ce que c'est un livre indispensable pour jouer des chasseurs de monstres? Eh bien, la réponse est non. Il n'est pas indispensable. Si vous avez le livre de base de World of Darkness, ou des suppléments comme Books of Spirits, Second Side, Tales of the 13th Precinct, Armory, j'en passe, vous pouvez arriver au même résultat sans problème.
En plus de ce que je viens de dire, il y a une autre chose qui me dérange. Je sais que Chaosium n'a pas l'exclusivité, mais Hunter de Vigil utilise le même moteur pour créer les personnages que l'Appel de Cthulhu, c'est-à-dire les professions. Je trouve pas que c'est une copie, mais juste le fait de s'éloigner du principe de création que l'on retrouve dans le livre de règles de World of Darkness, ça me laisse un goût étrange dans la bouche. Mais encore plus, c'est que les auteurs insistent sur les professions et insistent sur le fait que les personnages sont des humains normaux. Cette normalité, je mets ce mot en guillemets, est déjà reproduite dans la gamme de mortels de World of Darkness. Alors pourquoi des humains normaux dans ce livre? La réponse est la suivante, pour qu'ils deviennent anormaux. En effet, tout dépendamment comment le maître du jeu organise son univers, les personnages peuvent devenir encore plus aliénés que les créatures qu'ils chassent. C'est très intéressant. On peut développer des campagnes complètes. Cependant, les outils que les auteurs donnent laissent à penser que on doit obligatoirement devenir s'aliéner pour devenir un hunter un peu efficace. Encore une chose que j'aime pas au sujet de la manière que Hunter de Vigil fonctionne au niveau des règles, c'est comment qu'on peut dépenser des points de willpower et les regagner en dormant, comme des points de vie dans Donjons et Dragons. Mais la manière dont les auteurs apportent cet élément, comment dépenser les points de willpower, cela peut se comprendre car les hunters se battent contre des ennemis super puissants qui ont aussi des pouvoirs. Si seulement ça pouvait s'arrêter là. Mais non. Dernier reproche que je ferai, il y en a d'autres, mais je ne veux pas passer tout mon temps là-dessus, concerne les tactiques. Une tactique, c'est une stratégie mise au point par un groupe de hunters pour attaquer une créature. Bon, je vous donne un exemple très simple, là, j'ai rien d'élaboré. C'est un groupe de personnages qui a mis au point une méthode pour augmenter la férocité des flammes d'un brasier. Bon. Au niveau des règles, il faut que le groupe soit dans la bonne position et qu'ensuite tous fassent un jet de dés particulier et dont le résultat permet d'augmenter les dégâts causés par un brasier. Bon, c'est peut-être pas clair, mais l'exemple est là. Et en plus, il y a une dizaine de tactiques de la sorte et encore plus dans les suppléments à venir. À moins d'orienter directement une aventure sur l'utilisation d'une tactique, je trouve que c'est un peu plus ou moins utile. Ça donne un petit côté flasheux au jeu, intéressant pour certains power gamers. Mais si vous abordez ça dans l'angle storytelling de White Wolf, ça passe un petit peu moins bien. Bon, ben je suis désolé, j'ai pas tenu ma promesse. J'ai donné trop de défauts. Mais je m'excuse, mais il fallait que ça sorte. Je vous avertis, détrompez-vous tout de suite, là, Hunter de Vigil, c'est pas mauvais, là, c'est même bon. Mais, cependant, ça ressemble à plein de jeux que j'ai déjà joués. Ça veut dire que pour les futurs storytellers, vous devez travailler peut-être un peu plus fort pour en extraire la substantifique moelle. Eh bien, c'était ma 9e critique. J'espère que j'ai pas fait changer d'idée personne concernant l'achat des livres de Hunter de Vigil. Si vous avez jamais joué à l'Appel de Cthulhu ou encore à Delta Green, alors ce jeu est pour vous. Sinon, c'est du déjà vu, mais en mieux écrit. Ça en vaut la peine. J'ai quand même bien aimé ça. Eh bien, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.